Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7 Info le soir week-end. Avec la pensée du jour, un peuple sans culture est un peuple sans âme, une citation forte de Amadou Hampâté-Bâ, une phrase simple mais profondément puissante. Elle nous rappelle que la culture n'est pas un luxe, elle est ce qui nous construit, ce qui nous unit, ce qui donne du sens à notre histoire. Dans un monde en perpétuelle évolution, préserver sa culture, c'est préserver son identité en restant ouvert aux autres. Place à présent à notre image du jour. Aujourd'hui, nous mettons en lumière le palais de la culture Bernard Balin Dadier de Trècheville, un lieu emblématique, véritable temple de la culture ivoirienne qui accueille cette année le Massa. C'est là même qu'a été donnée la cérémonie officielle d'ouverture dans une ambiance festive, rythmée par les performances artistiques et la présence de nombreux acteurs du monde culturel. Et c'est également dans ce même espace que se tiendra la cérémonie de clôture, marquant la fin de plusieurs jours de célébration des arts africains. Elle aura lieu demain et vous pourrez la suivre sur cette info. Et notre chiffre du jour est le 8. 8 jours, c'est la durée du Massa. 8 jours durant lesquels Abidjan devient une scène ouverte à la créativité africaine, accueillant des artistes venus de tout le continent et d'ailleurs. Entre musique, danse, théâtre et art visuel, le Massa est aujourd'hui un rendez-vous incontournable qui met en lumière le dynamisme culturel africain. Et on reste dans ce dynamisme culturel africain avec notre chronique slam. Ce soir, Hélène Beckett nous propose une création intitulée 30 ans. Bonsoir Hélène. Bonsoir Mam. Alors 30 ans, je suis bien curieuse de savoir ce que c'est, alors on va t'écouter tout de suite. J'ai 30 ans maintenant. Ma vie défile comme un film. Se sont réalisés certains de mes rêves, d'autres de mes horreurs. Entre-temps, faudrait pas que je me défile. Sans filtre, j'ai fait du bien, ce que je n'assumerai jamais, j'appelle des erreurs. J'ai 30 ans de plus dans la vie, 30 ans de moins dans mon vécu. Je suis le résultat de l'addition de mes actes. Moi qui pensais à cet âge avoir une multiplication de mes idéales, jusqu'à ce stade, ma vision et mes réalisations ne jouent pas dans la même division. J'ai vécu des bravoures, pas vécu mes frousses. J'ai eu à poursuivre ce que j'avais déjà pour faire courir ce qui ne marche pas, hélas. Ce qu'on veut fuir nous rattrape, ce qu'on veut retenir nous échappe. J'ai 30 ans maintenant. Ce n'est pas trop tard, non plus trop tôt. Même si mes actus sont des retros, j'essaie de ne pas être en retard sur bientôt. J'ai 30 ans maintenant. Ce n'est pas trop tard, non plus trop tôt. Même si mes actus sont des retros, j'essaie de ne pas être en retard sur bientôt. Que la fête s'éternise. Envoyez de la bière, je veux de la musique. En vrai, je fais la vie, mais c'est la vie qui me défait. Comme je suis nostalgique de mes débuts de jeunesse, de l'adrénaline des premières caresses, des causeries de 22h à 6h, des correspondances par des journaux à qui on posait un lapin après les avoir aperçus. Hé, gamin! J'ai tout regardé, mais j'ai rien vu. Comme une attardée adulte, je suis engagée en prenant du recul. À 30 ans, je pensais avoir le fruit de mes espérances. Pas être un légume dans cette sauce d'expérience. N'empêche que j'ai 30 ans maintenant. Ce n'est pas trop tard, non plus trop tôt. Même si mes actus sont des retros, j'essaie de ne pas être en retard sur bientôt. Je suis trop jeune pour être vieille, trop vieille pour être jeune. Et quand on m'appelle mademoiselle, je ne dis rien, mais ça me blesse. Vieille mère, c'est qu'on exagère. En vrai, 30 ans n'est plus un âge, mais un paysage qui, même en photo, n'a pas de cadre. Merci. Alors, Beckett, 30 ans, c'est quoi? C'est ton âge, c'est ça? Pas du tout, c'est pas mon âge, mais c'est ça aussi là, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Je rassure tout le monde, j'ai pas 30 ans. Avec ce petit visage, je peux pas avoir 30 ans. Ok, ben mes 30 ans sont un peu quand même loin de maintenant, mais bon, c'est un très beau texte. Mais est-ce qu'à 30 ans, tu te ressentais comme ça? Non, pas vraiment. Ah ouais? Je pense que, ouais, un peu, enfin, très mitigé. Très mitigé. Merci, c'était vraiment un beau texte. Merci beaucoup. Hélène.
Alors, justement, de l'expression artistique à l'expression du corps, il n'y a qu'un pas. Mais avant de poursuivre, notre chroniqueuse cuisine, Zénab Goumbri, qui intervient habituellement dans cette émission, traverse en ce moment une période difficile, elle est en deuil. Toute l'équipe lui adresse ses pensées les plus sincères ainsi qu'à sa famille. On pense à toi, Zénab. Alors, on poursuit avec une thématique à la croisée de la culture et du bien-être. La danse, ce n'est pas seulement un art, c'est aussi une manière de s'exprimer, de se libérer et de se reconnecter à soi-même. Et pour bien comprendre ses bienfaits, c'est tout de suite dans la chronique bien-être avec Raïma Diabaté et l'invité de la chronique. Bonsoir Raïma. Bonsoir Mam. Alors ce soir avec l'invité de la chronique, tu nous expliques pourquoi la danse peut être un véritable allié pour notre équilibre quotidien. Bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Alors Mam, nous sommes en plein massa, avec la danse contemporaine, la danse tradimoderne, urbaine, la danse qui est vraiment mise à l'honneur. Et alors, on danse. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on danse? Pourquoi c'est important de danser? Quels sont les bienfaits de la danse? On va avoir des éléments de réponse avec notre invité qui est Ndri Kwadio Mathieu. Il est professeur de danse, art thérapeute. Oui. Bienvenue. Merci beaucoup et salut aussi à vous. Merci de nous donner l'opportunité de parler de notre art, de notre vie. Oui. Et nous dansons tout le temps. Mais tu sais, tout à l'heure, tu as fait « Alors, on danse », ça m'a fait penser à une chanson. Alors on danse. Alors on danse. Oui, il faut danser. Et là, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on danse? Quand on danse, il y a une transformation. Il y a une symphonie neuronale dans l'espace et dans le corps. Au fait, quand on danse, les muscles travaillent. Quand on danse, on fait danser le cerveau. Et donc, on permet au cerveau de faire ce qu'on appelle une rétention d'informations. Et aussi, il faut être capable de restituer cette information. Et donc, danser, ce n'est pas que la beauté du mouvement. Et quand on danse, le corps va sécréter des hormones. Et je parlais d'une symphonie. Oui. Et les hormones du bonheur, de l'amour, de la joie, je vais parler de l'endorphine, la dopamine, la sérotonine. Ces hormones viennent pour aider le danseur ou le patient, si vous voulez, le participant, à mieux se sentir. Quand on danse, on voyage. Quand on danse, on se sent beau. Et quand on danse, on pense qu'on est les meilleurs au monde. Quand on danse, on est loin. Quand on danse, on a l'équilibre. Vive la danse. Vive la danse. Alors, est-ce que toutes les danses donnent tous ce même résultat? Parce qu'on a le zouglou, le coupé décalé, la danse contemporaine, classique, tout. Est-ce qu'il y a des danses qui sont meilleures que d'autres? Bon, enfin, on parlait de santé. Oui, mais toutes les danses se valent en matière d'art-thérapie. Toutes les danses. Avec la danse africaine, on peut soigner. Avec la danse classique, on peut soigner. Tout est une question d'adaptation. Et puis, qui mène la danse? Donc, pour soigner, on a juste besoin d'un spécialiste qu'on appelle un art-thérapeute ou encore un danse-thérapeute. Et donc, le danse-thérapeute met en place un protocole adapté et à partir de ce protocole, il travaille avec le patient. Donc, s'il est en contact avec une personne qui souffre d'obésité, donc obésité gynoïde, androïde, je veux dire toutes les formes d'obésité, hyperplasique, viscérale, tout ça, lui, il a le problème et il met en place un protocole. Mais pour réussir son protocole, il va échanger avec le médecin traitant ou encore avec le patient. Il peut aller plus loin pour poser des questions à l'entourage du patient. Donc, il récupère toutes ces informations, il fait l'anamnèse. Donc, avec toutes ces informations, il va composer des choses qui vont aider le patient à retrouver cette guérison. Donc, la guérison peut être une guérison du point de vue physique, psychique, émotionnel, social et même spirituel. Et donc, c'est un travail qui demande beaucoup d'engagement. Ce n'est pas que la qualité des mouvements ou encore la beauté du chorégraphe, mais c'est juste un travail technique qui demande pas que de l'improvisation, mais ici de la qualification. D'accord. Alors, pour nous qui allons souvent à des cérémonies ou même au massa, qui dansons sans peut-être un thérapeute, oui. Est-ce que ça sera bien pour nous, pour notre corps? Oui, absolument. Parce qu'il y a
il y a ce qu'on appelle la danse à effet thérapeutique et la danse-thérapie à proprement dite. Bon, parlons de la danse. Parce que là, vous ne faites pas de la danse-thérapie, mais on est en contact avec une musique et on s'exprime. Donc, il peut y avoir un effet thérapeutique. Qu'est-ce qui va se passer? Généralement, lorsque tu danses, tu dis « Ah, je me sens bien, aujourd'hui j'ai bien dormi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dansé, j'ai bien dormi, ou j'ai l'appétit, ou je me sens à l'aise. » C'est un effet. Et c'est important pour celui qui pratique et pour celui qui regarde. Il y a ce qu'on appelle la neuroscience, qui est une autre science, elle est nouvelle dans la thérapie. On se dit que celui qui regarde peut aussi avoir ce bien-être. Il n'y a que qu'à ce niveau, il va développer des nouveaux réseaux neuronaux. Donc, il y a des réseaux qui vont se créer et qui vont aller agir sur son bien-être, qui vont agir sur son alimentation, qui vont agir sur sa santé physique, qui vont agir sur sa santé émotionnelle. Et donc, tout ça, ça participe au bien-être. Donc, on peut ne pas vouloir faire de la danse-thérapie ou de la thérapie, pratiquer la danse ou regarder des gens danser et se sentir bien. Et déjà, quand on prend le cas des danses thérapie traditionnelles comme le Comia, le prêtre danse. Tu n'es pas membre de cette société, mais quand tu les vois danser, tu es directement connecté et par moments, tu bouges sans qu'on ne te dise va sur le côté gauche ou va sur le côté droit. Et donc, à force de regarder, on entre forcément dans la danse et on profite vraiment de cette transe. Et le corps qui est dans la transe par la danse, et puis ça ne fait que gagner du bien-être, quoi, et une élégance émotionnelle et aussi physique. Et donc, on peut danser pour avoir la guérison. On peut ne pas danser, on peut regarder des gens danser et puis profiter aussi de ce bonheur. D'accord. Vous avez parlé de guérison. Est-ce que la danse peut guérir certaines maladies? Oui. Moi, je travaille avec des patients. J'ai déjà travaillé avec des patients d'Alzheimer, Parkinson. Voilà. Comment ça se fait? Avec la danse, on peut aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Avec la danse, on peut aussi aider à ralentir le développement des maladies neurodégénératives comme Parkinson, comme Alzheimer, etc. Et donc à ce niveau, moi en tant que danse-thérapeute, je vais travailler sur les fonctions cognitives et les fonctions motrices du patient. Donc celui qui a Alzheimer, mon objectif ce n'est pas de l'aider à faire un bon mouvement, mais qu'il fasse le mouvement qu'il peut et qu'il soit capable de retenir 1, 2, 3 et 4. Il retient le mouvement et il faut qu'il soit capable de restituer 1, 2 et 3 et 4 dans le temps. Que le mouvement soit beau, ce n'est pas ce qui nous intéresse. En art-thérapie, ce qui nous intéresse ici, c'est comment ce mouvement participe au mieux-être, au bien-être du patient. Donc la danse devient un prétexte et ce qu'on recherche, ce n'est pas l'esthétique du mouvement, mais c'est l'effet thérapeutique qu'apporte ce mouvement chez le patient. Et donc, avec la danse, on fait des miracles. Avec la danse, on peut aussi prévenir l'ostéoporose. Avec la danse, on peut aider des personnes qui souffrent de maladies telles que... Donnez n'importe quelle maladie. Trisomie 21. Bon, avec la trisomie 21, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que la médecine conventionnelle dit qu'ils ont un QI qui est très faible. Mais par la danse, et on utilise ce qu'on appelle le jeu. Et donc, lorsqu'on fait le jeu dansé, l'enfant entre dans une cadence d'amusement. Et donc, il apprend par le jeu. Et Jacques Ménaud, qui est un psy et un art thérapeute, qui dit que le jeu est essentiel et celui qui en est privé est en danger psychique. Pour dire qu'il faut toujours faire ce jeu, il faut passer par le jeu pour donner une information constructive. Et avec le triso, on lui donne l'information par le jeu. L'enfant qui aime vraiment les arts, parce que les trisos aiment vraiment danser, ils aiment le rythme. Donc on passe par ce moyen et on leur donne des informations. Ils le retiennent parce qu'il y a du jeu. Ils ne retiennent pas parce que c'est scientifique ou bien c'est mathématique. Ils retiennent parce que c'est par le jeu que l'information est passée. L'enfant retient le mouvement et puis il danse.
et les trisos ont tendance à grossir. À force de danser, ils commencent à garder la ligne. À force de danser, ils commencent à développer cette faculté de rétention. À force de danser, il devient beau. À force de danser, on l'applaudit, on ne dit plus c'est un enfant mongol. La magie On de dit la l'enfant, danse. il est fort. Donc on oublie Oui. la difficulté ou encore le problème et on met au devant de la scène sa qualité technique. Donc par la danse, on devient tout beau. Là, on a parlé des maladies Oui. assez... Parkinson, Alzheimer, la trisomie 21 et tout. Mais est-ce que pour les maladies, on va dire, de tous les jours, comme le paludisme par exemple, est-ce que la danse permet aussi de... Bon, à ce niveau, la danse ne peut pas aider directement. Donc, on fait ce qu'on appelle une stratégie de détour. Donc, on va travailler pour mettre l'accent sur les globules blancs. Donc, on va les booster. À force de les booster, nous, on revient maintenant pour soigner, mais on ne soigne pas directement. On vient comme un processus d'accompagnement au traitement. Donc, il y a le traitement ordinaire et nous faisons la danse pour continuer. Voilà, mais ce n'est pas une danse physique et tout ça. Ça peut être juste la marche, la respiration. On peut utiliser ce qu'on appelle une guidance verbale. Donc, il y a la musique instrumentale qui est lancée. Et sur cette musique, je peux dire des phrases. Et lui, il peut bouger, il peut marcher, il peut se sentir beau, il peut se sentir aimé, il peut avoir confiance en lui. Et tout ça, ça booste la personne pour garder vraiment son équilibre. D'accord. Ça serait bien de nous montrer quelques mouvements simples. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Pourquoi pas. Oui, Pourquoi pas. Bon, je pense qu'on peut faire de petites choses, non? D'accord. On peut faire de petites choses. Et il y a une danse qu'on appelle le bolo. Le bolo veut dire cercle. Et donc, ce que Mewe fait en général. Canet Sondé, bon, Mewe aussi en a chanté. Il a fait Mono Gaga, qui est aussi un bolo. Maintenant, dans le bolo, qu'est-ce qu'on fait? Le patient est devant. Il tient son ami qui est aussi patient, mais ils sont tous guidés par celui-là qui est le thérapeute. Et puis il bouge. Donc il faut savoir se laisser guider et il faut savoir guider. Et à ce niveau, on structure les choses de sorte à ce que le patient se dise « Ah, aujourd'hui c'est moi qui ai la responsabilité. C'est à moi de guider mes amis. » Et ça grandit l'enfant du point de vue psychologique. Parce que là, il sait qu'il y a de l'imaginaire à mettre en place. D'accord. Et donc voilà, l'enfant va danser. Alors qu'est-ce qu'on fait Et là, on s'est dit que c'est du bolo, c'est le cercle. L'enfant peut dessiner, il peut bouger comme ça. Il bouge simplement en dessinant le cercle. Voilà. Et puis il tient son ami à deux. Ils vont aussi dessiner le cercle, vous voyez, avec le pas de base du bolo. Et à ce niveau, il peut attraper l'une de ses mains et il le fait tourner comme ça. Donc c'est celui-là qui guide l'autre. Donc il faut savoir guider et aussi il faut savoir se laisser guider. Voilà, donc c'est un exercice comme ça que je donne généralement aux patients. Et ils trouvent que c'est du jeu et puis ça amène, surtout quand il y a la musique qui vient booster, qui permet à chacun de démarrer. Et voilà quoi. C'est quelque chose de formidable. Et en art-thérapie ou en danse-thérapie, on leur dit tout le monde sait danser, tout le monde peut bouger parce qu'on a tous été cadencés, on a tous été bercés, on a tous été balancés par nos parents. Et donc la danse commence par là. Celui qui a fait ça, il a quand même une matrice rythmique en lui. Il a déjà bougé, même s'il ne bougeait pas. Sa mère, quand elle était enceinte, elle bougeait. Et ça permettait à cet enfant de rester dans cette cadence. Donc, il dansait. Tu danses, toi? Oui, moi j'aime bien danser. Okay. J'aime bien danser dans la chambre, face à mon miroir. Oui. Mais c'est important, moi. J'aime bien la danse urbaine. Ah ouais, c'est ça aussi. J'aime bien la danse urbaine. La danse urbaine développe le processus créatif. Parce que là, on ne fait pas de récitation de mouvement, mais on vous demande de créer. Donc l'imagination, la concentration, et il faut être capable de créer un mouvement atypique, ce qu'on n'a jamais vu, tout ça. Et ça fait que de création en création, tu vois, en Côte d'Ivoire, c'est un laboratoire de création de danse urbaine. Le laboratoire de danse urbaine. On est passé du coupé-décalé authentique au biama. Et aujourd'hui, c'est le biama qui fait ce pâté-là. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu danses le biama, Raïma? Non, je ne m'y connais pas vraiment. Mais Pas du tout. Je fais même au dos, on dirait que c'est colopone. Mais au moins, tu te mets dedans. Moi, j'aime bien danser aussi. Je danse. Et puis, j'essaie de faire de la danse aussi.
on va dire, sportive. Oui, Donc, je oui, fais oui. les samedis matins D'accord. avec un groupe. Ah oui, mais ça c'est bien parce que de ça va danse. renforcer les muscles, ça va aider au niveau de l'équilibre, ça va aider aussi à oxygéner les muscles, Oui. ça va aider au niveau de la fluidité des mouvements, ça va aider à garder une motricité globale, tout Oui, ça. Je c'est pense vraiment, que ça fait bouger. C'est une initiative d'un artiste ivoirien, Joe, de Ouais. TNT. Oui, Et oui. du coup, c'est tous les samedis matins. ouais. Avec C'est- Lovely Beaux-Yeux. Exactement. Vous avez parlé de Biama. Oui, le biama. Est-ce que ça peut guérir? Oui, le biama peut guérir parce que là, c'est un défoulement. Et si quelqu'un a un trop plein d'informations et que la personne sent quand même que ça ne va pas, peut-être c'est un burn-out et tout ça, et que la personne veut s'exprimer, on peut passer par ce moyen pour faire une décharge émotionnelle et après faire une reconstruction de l'image de soi. La seule chose à faire, c'est d'identifier ce que la personne aime. Si tu as identifié le biama et que tu sais que c'est par le biama que la personne peut s'exprimer, alors on est parti. Vous dansez du biama aussi, vous? Oui, on danse tous le biama, on danse toutes les danses. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? À ce niveau, le thérapeute doit pouvoir faire la différence entre la danse ordinaire et le biama qui entre dans un processus de bien-être et de santé. Ah, ok. Parce que si c'est le biama ordinaire, c'est une performance. D'accord. Alors que dans la thérapie, on peut passer par cette performance pour aider l'enfant à libérer toutes les tensions, pour aider le patient à vraiment se vider. Et donc, c'est à vous de trouver du sens sur les mots. Donc, même au dos, ça peut ne pas être un même au dos ordinaire, mais je mets tous mes problèmes au dos. Et après, on ne reste pas courbé. Il faut forcément garder la verticalité. Donc, tout ce qui est au dos est déversé. Et on peut passer, on peut avancer fièrement en gardant vraiment la ligne. Et donc, c'est tout ça. Il faut pouvoir trouver du sens. Et en art-thérapie, on glisse toujours du sens. Et c'est par le sens qu'on aide le patient à se construire. Et c'est magnifique. Moi, je pense que cette info doit quand même organiser un atelier art-thérapie pour décroître le stress, pour gérer les questions liées à la pression au travail, dans le travail, etc. Et ça va vous permettre de faire encore des émissions extraordinaires. On va y penser. Je pense que on va appeler Monsieur Ndri pour qu'il vienne. Je pense à une Nous question donner ses rapidement. cours, là. Il y a des personnes qui ont tendance à danser seules dans la chambre, Oui. face à leur miroir. Comme toi. Oui, comme moi, j'aime bien faire ça. Et il y a des personnes qui aiment beaucoup danser en groupe. Oui, En termes de bien-être, d'accord. qu'est-ce qui est plus avantageux? Quelle est la différence? En termes de bien-être, le thérapeute est obligé d'identifier la situation, le tableau clinique de la personne qui danse. Si je danse seul, peut-être que je n'aime pas le lien social. Si je danse seul, ça peut être aussi parce que j'ai envie d'être en contact avec mon propre corps. Ouais, je dirais C'est parce que plus- j'ai envie de me connaître moi-même. C'est parce que j'ai envie d'aller très loin dans cette imagination. Donc les deux peuvent soigner. Sauf que danser seul comme ça, après, il y a des soucis. Parce que si tu n'es pas guidé, tu te défoules comme ça. Mais après, il faut qu'il y ait un thérapeute auprès de toi pour t'aider à vraiment te libérer. Donc moi, par exemple, j'ai des personnes qui disent que qu'elles n'aiment pas être dans la foule. Tout ça, qu'est-ce que je fais? Je fais de la danse avec la personne. La personne danse seule. Et la personne a dansé seule pendant au moins 3 mois. Et après, je suis entré en danse avec la personne. C'est-à-dire, pour faire la thérapie, on peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas le temps qui est recherché, mais c'est son bien-être. Donc, que ça fasse 2 ans, 5 ans, ce n'est pas ça le problème. Donc, la personne dansait seule. Après, je suis entré dans la danse avec la personne. Et au fur et à mesure, on a fait venir une personne pour nous regarder. La personne ne danse pas avec nous. Mais on sent la présence d'une deuxième personne. Et après, on permet à cette personne de nous donner des indications. Ah ouais, j'ai aimé ici, est-ce qu'on pourrait faire ça ici? Et puis après, on invite la personne à nous rejoindre. 3 personnes, 4 personnes, tu commences à briser ce mur de la méfiance. Tu commences à t'ouvrir et tu veux danser avec les autres. Et quand les autres ne sont même pas là, tu dis, ah, ce n'était pas chic. Parce que je n'ai pas senti la chaleur de l'autre, je n'ai pas senti le regard de l'autre, le regard qui construit, le regard qui est un miroir, qui m'aide à mieux me positionner, à mieux parler et à mieux avancer. Et donc, on peut danser seul, ça va dépendre de l'objectif. Soit c'est parce qu'on a envie de se connaître, on a envie de se recentrer sur soi, on a envie de se libérer et seul.
ou encore on peut danser ensemble parce que étant ensemble, on crée du lien social, on crée vraiment de la famille et puis bon, ça passe comme ça. Il y a une patiente, puisque dans notre métier, on ne donne pas des informations comme ça, donc je ne peux pas citer le nom. Il y a des patientes, par exemple, avec qui je travaille, qui ont des problèmes dans le couple. Donc, je danse avec elles. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je m'arrange à faire venir le mari. Et après, je deviens le spectateur, le mari devient le danseur et je deviens le guide. Et donc, comment créer le lien social? Comment ressouder les couples par le moyen de la danse? C'est une thérapie de couple. Et ça fonctionne. La danse, c'est une thérapie, c'est une magie. Ouais. Tellement, c'est magnifique. Ouais, Vraiment, là, aujourd'hui, je crois qu'on en apprend beaucoup sur la danse. Oui. Je crois on savait tous pas qu'il y avait autant de bienfaits à la danse. Oui. C'est bien d'apprendre tout ça. Il y a une patiente qui m'a dit par exemple que je découvre la danse traditionnelle. J'étais habituée à faire les danses occidentales, le classique, le jazz, etc. J'ai dit ouais, comment? Elle dit mais tu me fais faire du bolo, tu me fais faire de la joss. Et de par ce moyen, j'arrive à découvrir ma propre culture. C'est aussi une façon de se soigner, de se redécouvrir, de comprendre ses racines. Et donc la danse, ça va au-delà de l'aspect esthétique de la beauté. La danse, c'est la vie. Et si on veut vivre longtemps, dansons. Trouvons un moment, peut-être une fois la journée ou 2 fois par semaine, faisons de la danse et ça va nous faire du bien. D'accord. Je pense à ces personnes qui sont peut-être qui ont fait un AVC, qui sont paralysées. En quoi est-ce que la danse peut les aider? Oui, on fait de la danse-thérapie avec ces personnes. On a des patients. Moi, j'ai 2 patients qui font la rééducation par la danse. Mais ne voyez pas la danse comme les grands mouvements, c'est-à-dire les mouvements à grande échelle, l'énergie. Non, on peut faire juste la marche. On peut juste respirer, on peut leur dire de faire ce qu'on appelle une danse interne. Donc la personne peut fermer les yeux et puis danser. Donc on peut faire danser le cerveau comme j'ai dit. Donc étant là, tu penses et puis tu danses sans toutefois bouger forcément. Mais ça te permet de désactiver des de petites actions dans le corps. Et c'est ce micro-mouvement qui progressivement va devenir un petit mouvement jusqu'à un enchaînement. Et en le faisant, nous allons travailler. Et ce sont les fonctions motrices et les fonctions cognitives. Et donc quand je donne un thème, c'est ensemble qu'on travaille, qu'on danse. La personne peut ne pas faire des mouvements, mais la danse est faite. Mais Voilà. à quelle fréquence il faut, à quelle fréquence danser? Ça va dépendre du cas. Si c'est vraiment quelque chose de sévère, on est obligé de faire peut-être un atelier de 15 minutes, un atelier de 10 minutes. Ça va dépendre. Donc, il y a des ateliers de 15, de 20, de 30 minutes, d'une heure, 1h30. Mais quand on arrive jusqu'à 1h30, c'est qu'il y a la partie verbalisation entre le patient et le thérapeute. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens qu'il y a une amélioration? Est-ce que tu as pu bouger tel orteil? Est-ce que tu as pu bouger telle chose? Est-ce que tu as dégagé quoi? Ben, pourquoi tu pleures? À quoi est-ce que tu pensais? Et donc, le thérapeute prend note, il écrit, et c'est à partir de toutes ces informations-là qu'il retourne dans son laboratoire, qu'il conçoit un protocole adapté pour pouvoir faire la séance qui va suivre. Et donc, il n'improvise pas, il prend ce qui se passe, toute la température du jour, et il va travailler avec, et au fur et à mesure. Donc moi par exemple, je travaille sur 3 mois, on retourne à l'hôpital pour voir l'évolution, qu'est-ce qui stagne, qu'est-ce qui évolue. En fonction de ça, je vais retravailler encore, ça fait 6 mois, on retravaille. Donc je suis certes le thérapeute, mais je ne suis pas le seul à suivre le processus de santé. Donc je peux intervenir dans la prise en charge du patient. Et donc dans sa prise en charge, il peut avoir ce qu'on appelle les INM, interventions non médicamenteuses. Et pour l'INM, on fait venir un art thérapeute. Et je peux ne pas faire de la danse, je peux faire de la musicothérapie. Je peux ne pas faire de la musicothérapie, je peux faire de la plasticothérapie. Ça va dépendre du choix ou encore du choix du patient. Si le patient aime dessiner, on fait maintenant peut-être un gribouillage méditatif et puis à partir de ça, on travaille, on évolue. Si le patient se sent à l'aise dans la musique, on fait de la musique. Parlant de musique, il y a la musicothérapie active et la musicothérapie passive. Elle est active lorsque le patient lui-même joue. Donc il peut jouer d'un instrument lui-même, il peut jouer. Elle peut être passive lorsqu'on joue pour le patient. Et donc il y a tout ça qu'on regarde. Si le patient ne peut pas bouger, je peux jouer une musique pour
agir sur les neurones, parce qu'on va créer de nouveaux réseaux neuronaux pour agir sur les nerfs. On va jouer une musique pour agir sur le mieux-être. Et donc, je peux danser devant un patient qui ne peut pas danser. Et donc, à force de me regarder, aussi, j'ai parlé de la neuroscience, on peut simplement regarder et puis trouver du plaisir. Et c'est ça. Et la danse, est-ce que avec donc les différentes thérapies, mais avec la danse que vous mettez en place, est-ce que vous avez eu des résultats probants et en général, en combien de temps? Extraordinaire. J'ai travaillé avec des autistes qui étaient introvertis aujourd'hui, qui s'expriment avec aisance. Il y a certains qui sont maintenant dans le système scolaire ordinaire, qui sont sortis du cadre du centre dans lequel ils étaient, le centre d'accompagnement. Ça va dépendre, c'est ce que j'ai dit, il y a des cas qui sont différents. Donc en fonction du cas, on peut aller jusqu'à 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il y a des patients avec lesquels on travaille, mais seulement qu'en 3 mois, tu sens le déclic. Okay. Voilà. Et j'ai des patientes qui sont allées en France pour aller continuer dans d'autres écoles. J'ai des patients aujourd'hui qui ont réussi à créer leur propre métier. Il y a un qui est en France aujourd'hui et qui est devenu coach de sport par la danse. Et donc lui, il est trisomique. Mais celui-là que la société traditionnelle là, a pour habitude d'appeler l'enfant serpent. Mais aujourd'hui, c'est cet enfant qui donne de l'argent à la famille parce qu'il est devenu un opérateur. Donc, par la danse, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent en salle, qui payent. Et c'est lui qui est l'animateur principal. Mais c'est parce qu'il a dansé déjà avec nous. On a déjà fait sa thérapie. On ne soigne pas par la danse la trisomie. Mais on aide l'enfant à mieux se sentir et à mieux vivre dans sa trisomie. D'accord. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Est-ce que vous pouvez nous dire si ça coûte cher, la thérapie par la danse? Comme ça, au cas où nos téléspectateurs qui suivent sont intéressés, au moins avoir une idée de ce que ça coûte de se faire accompagner par un danse-thérapeute ou un art-thérapeute. Bon, généralement, je travaille en fonction de la famille, de la bourse. Si tu veux, de la famille. Souvent, on t'invite, tu vois la famille, tu sais que ça va. Et quand c'est comme ça, tu peux essayer de donner le minimum. Et puis, mais il y a des patients actuellement avec lesquels je travaille, mais c'est avec 0 francs. Certains qui payent aussi 5 000, il y a d'autres qui payent 15 000, certains payent 30 000, d'autres vont payer 35 000. Ça va dépendre de donc, le mieux, c'est de vous contacter, de nous contacter. Et avec vous, et puis, on regarde ça. Et puis, on regarde la gravité de la situation. Est-ce que c'est vraiment difficile et que je ne suis pas... parce qu'après, tu as besoin d'un assistant. Tu as besoin d'un assistant parce qu'il faut quelqu'un pour regarder et puis après, il te fait le point. Et en fonction de ça, tu travailles. Donc, si c'est trop grave, ça a un prix puisqu'après, il faut payer l'assistant, etc. Donc, je ne peux pas dire que ça peut coûter 15 000 ou 20 000, mais c'est en fonction du cas. Parce qu'après, il faut rencontrer le patient, il faut poser des questions et en fonction du tableau clinique, on met en place maintenant une grille tarifaire. Merci beaucoup. Merci Monsieur Ndri, Mathieu Kouadio. Merci Rahima. En tout cas, merci pour toutes ces informations sur les bienfaits de la danse. On a appris beaucoup de choses. Je pense que les téléspectateurs aussi ont appris beaucoup de choses. Merci encore. C'est malheureusement la fin de cette émission. Merci à vous encore. Merci Hélène. Merci à vous de nous suivre tous les jours. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci. Excellente soirée et très bon week-end à vous. Prenez soin de vous.